Tu te demandes parfois si tu es à la hauteur de ton enfant neuroatypique. Ton enfant a des troubles 10, des troubles de l'attention, des troubles du spectre de l'autisme, haut potentiel, hypersensible. Et parfois, il y a les crises qui s'enchaînent, il y a cette culpabilité qui te ronge et puis cette petite voix qui te murmure que tu n'en fais jamais assez. Est-ce que ça te parle? Aujourd'hui, je vais te parler de 5 erreurs que nous, parents d'enfants neuroatypiques, on fait régulièrement et surtout, je vais t'expliquer comment les éviter. Avec ces clés, tu pourras transformer le quotidien que tu as avec ton enfant neuroatypique et tu pourras renforcer la relation que tu as avec lui. Je suis Élise, la maman de Mélissa. Mélissa est dyslexique, dyspraxique, avec des troubles de l'attention et hypersensible. Et moi, je suis passée par toutes ces erreurs et j'ai envie que tu les évites. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière erreur, c'est la plus importante. Et même si tu es juste parent, mais pas parent d'enfants neuroatypiques, il ne faut surtout pas la faire. A tout de suite. La première grosse erreur qu'on fait, c'est négliger les forces de notre enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à avoir une image assez négative de lui par rapport au comportement débordant, par rapport à ses maladresses, parce que c'est un enfant trop bizarre, trop rêveur, trop agité. Donc on a tendance un peu à voir le quotidien à travers ses lunettes trop. Alors qu'en fait, il faut changer de lunettes pour aller derrière ces lunettes trop et puis voir ces points qui sont positifs, ces qualités. Moi, je te partage une anecdote que j'ai avec ma fille qui m'a vraiment culpabilisée et qui m'a poussée à changer ses lunettes. Elle était venue avec un dessin, je crois qu'elle avait encore 7 ans à l'époque, et ma fille est dyspraxique, donc elle n'est pas hyper douée en dessin. Elle avait pris pas mal de temps à le faire, et puis moi j'étais un jour un peu fatiguée, pas vraiment à l'écoute. Elle m'a montré le dessin et j'ai jeté à peine un œil, et puis pas très convaincue, j'ai dit oui, c'est joli. Et dans ses yeux, j'ai vu vraiment beaucoup de déception. Et en fait, dans ma tête, bon, c'est vrai qu'elle n'est pas hyper douée en dessin, mais j'avais pas fait attention justement à tout ce qu'elle voulait exprimer dans ce dessin. Finalement, si je prenais mes yeux de pas trop, mais mes nouveaux yeux avec un regard qui est différent sur ma fille, j'aurais pu voir finalement la patience qu'elle a mis pour réaliser son dessin, toute la créativité, parce que c'est vrai qu'elle avait des couleurs, elle avait essayé de créer un monde. Et ce dessin-là m'a rappelé que non, en fait, il faut prendre le temps d'aller au-delà de ce qu'ils nous apportent tous les jours et de voir leurs forces. Alors peut-être qu'effectivement, ils sont rêveurs, ils sont distraits, ils n'ont pas d'attention, etc. Ou alors ils bougent trop. Mais en fait, il faut aller derrière ça. C'est des enfants qui sont hyper créatifs. C'est des enfants qui sont sûrement observateurs et qui sont dans l'analyse. Parfois, ils ont une mémoire, mais qui est absolument géniale. Et oui, ils débordent d'énergie. Parfois, ils ont un humour un peu décalé ou parfois subtil. Donc, il faut vraiment aller au-delà des choses un peu négatives qu'on voit tous les jours pour déceler leurs forces et justement leur rappeler. Ah, qu'est-ce que tu es créatif, j'aime beaucoup les efforts que tu fais. Ah, tu as été patient. Donc, ne pas négliger les forces de nos enfants et vraiment mettre en lumière leurs forces pour révéler leur potentiel. La deuxième erreur qu'on fait régulièrement, c'est culpabiliser. Oui, en fait, on a toujours cette petite voix qui nous murmure « Ah, t'aurais pu mieux faire, tu as vu comment t'as crié ?» C'est normal que ton enfant soit agité comme ça, regarde. Donc tout ça, ça nourrit en fait des sentiments négatifs et ça donne de la puissance à cette culpabilité. En réalité, on culpabilise parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants.
Et puis, ben, ce qu'il y a autour de nous, ça ne nous encourage pas non plus. C'est-à-dire qu'on a nos propres parents, on a l'école, on a nos amis qui nous disent «Ah, bah, c'est pas normal, mais t'es sûr que tu le cadres assez, t'es sûr que tu mets des limites à la maison, je te trouve un peu laxiste». Tout ça, ben, en fait, ça ne nous aide pas. Ces personnes-là ne nous aident pas parce qu'elles ne connaissent pas spécifiquement les neuroatypies de nos enfants. Et puis, ben, c'est simple pour elles, pour leur vie familiale. Donc, elles se disent, mais en fait, ça doit être simple aussi pour toi, quoi. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es assez comme tu es. Tu n'as pas besoin d'être parfait. De toute façon, le parent parfait n'existe pas. Alors, quand il y a quelque chose que tu fais de travers, pardonne-toi. Et dis-toi que ce que tu fais déjà, c'est que tu fais de ton mieux. Et quand tu fais de ton mieux, bah, c'est juste assez. C'est tout. Alors, j'ai deux petites astuces par rapport à Madame Culpabilité. La première astuce, c'est tout simplement d'accepter qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et une fois que tu acceptes que chaque jour ne peut pas être parfait ou chaque jour ne peut pas toujours aller sur des roulettes, et ça va mieux parce que ça arrive à tout le monde. Et la deuxième astuce, c'est tout simplement de demander pardon quand tu cries sur ton enfant que tu n'aurais pas dû ou que il y a quelque chose que tu fais de travers, demande-lui pardon simplement. Tu lui dis, comme moi, Mélissa, je suis désolée, j'aurais pas dû crier, j'aurais dû faire différemment. Et puis voilà, basta. En fait, il faut que tu saches que la culpabilité ne disparaîtra jamais complètement. Sauf que elle ne te contrôlera pas. Si tu apprécies le contenu que je fais, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un commentaire. Tu peux me dire par exemple quelle est l'erreur la plus fréquente que tu fais. La troisième erreur qu'on fait avec nos enfants neuroatypiques, c'est que par exemple on reçoit un diagnostic et en fait on finit par lui coller une étiquette qui correspond à son trouble et on a du mal à enlever cette étiquette. C'est ce qui m'est arrivé. Donc ma fille, une fois en fait qu'on a su qu'elle était dyslexique, qu'elle était dyspraxique avec des troubles de l'attention, j'avais tendance par rapport à ses résultats scolaires ou par rapport à certains comportements qu'elle avait à tout de suite suranalyser et se dire tiens en fait elle est comme si parce que le trouble de l'attention fait que il faut faire un peu plus attention à ça et ça, elle a de très grosses difficultés sur tel sujet parce qu'en fait elle est dyspraxique. Et du coup, en fait, je lui expliquais aussi ses troubles quelque part, je limitais ses capacités dans le prisme de cette étiquette. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été convoquée par l'enseignant et son enseignant m'a dit « Mais madame, ça se passe bien avec Mélissa, je suis consciente de ses difficultés et de ses capacités, mais elle a tendance à me dire j'arrive pas parce que je suis dyspraxique ou j'arrive pas parce que je suis dyslexique. Et l'enseignant me dit alors que je suis conscient que c'est des choses qu'elle peut faire. Donc en fait, voilà, l'erreur qu'il faut éviter, c'est de coller une étiquette à nos enfants et de réfléchir uniquement par rapport à ces étiquettes. Ces étiquettes sont là pour nous guider. Faire un diagnostic, c'est important parce que ça nous aide à avoir des clés pour ajuster en fait les adaptations, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Mais c'est uniquement par rapport à ça, pour aider en fait à révéler leur potentiel. Et il faut apprendre à décoller ces étiquettes pour justement voir les forces de nos enfants, voir quelle est leur profonde personnalité, pour révéler ce qu'ils ont de meilleur. Les étiquettes ne sont pas des obstacles par rapport à leur épanouissement, ce sont juste des clignotants, des indicateurs qui nous disent dans quelle direction il faut aller. Donc ça, ne fait surtout pas cette troisième erreur. La quatrième erreur qu'on fait, c'est s'épuiser sans demander de l'aide. Il y a eu une période en fait où je menais de front mon travail, puis les rendez-vous médicaux de ma fille, puis les tâches ménagères, les devoirs. J'avais des journées à rallonge et je sais pas, je me mettais cette pression pour me dire il faut que je sois la super maman qui arrive à tout gérer.
Et un soir, en fait, j'étais complètement épuisée au boulot. Il y avait des projets à non plus finir. À son école, ça n'allait pas. Je m'étais complètement oubliée et j'ai craqué. J'étais assise là, sur mon canapé, j'ai pleuré. Je me suis dit, bah, jamais j'y arriverai, quoi. Donc l'erreur que je veux surtout pas que tu fasses, c'est de te dire que tout repose sur tes épaules. Bah non, en fait, non. Entoure-toi, ne t'isole pas. Tes frères et sœurs, que ce soit tes parents, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, bah, n'hésite pas. Ne prends pas tout pour toi seulement. Ose en fait décharger les choses qui te semblent délégables, parce que c'est comme ça en fait que tu réussiras à préserver ton énergie. Et bah, en fait, un parent en forme, un parent épanoui, c'est un meilleur parent pour ton enfant, et ça, ne l'oublie pas. Et est-ce que tu sais pourquoi on évite de demander de l'aide? Ben, en fait, on a peur d'être jugé. En fait, on veut montrer qu'on maîtrise la situation. On se dit que, ben, en fait, si je demande de l'aide, c'est que quelque part, c'est un aveu de faiblesse, c'est quelque part que j'arrive pas à gérer. En fait, non, tu te trompes complètement. Quand on a un enfant neuroatypique, la clé, c'est vraiment de bien s'entourer et de se dire, ben voilà, j'ai ces personnes ressources qui vont m'aider dans cette mission de parent, et c'est grâce à ces personnes-là que je vais réussir ma mission. Et n'oublie pas, hein, en fait, en Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Ça peut être quelque chose de très bête, c'est-à-dire ben, tu demandes à une amie de garder ton enfant ne serait-ce qu'une heure, hein, et tu prends cette heure pour t'aérer, pour aller faire un peu de sport, un peu marcher autour de la maison. Voilà, quoi. Il ne faut pas que tu te prives de ça, parce que ben, c'est ce petit moment-là qui va recharger le réservoir d'énergie que tu as, et qui va te permettre d'être plus sereine. Et attention, n'oublie pas que ben, en fait, les parents d'enfants neuroatypiques sont beaucoup plus exposés au burn-out parental. Donc il faut vraiment que tu sois attentif à tous ces signes d'épuisement, de fatigue, d'énervement. Fais attention. La cinquième erreur, et je te disais en introduction que c'est la pire des erreurs, que tu sois parent d'enfants neuroatypiques ou parent tout court, et je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi sur cette cinquième erreur. Cette cinquième erreur, c'est de comparer ton enfant aux autres enfants. Ah là 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 là, ça c'est pas bien du tout, du tout. Et moi, ouais, je l'ai fait cette erreur, bah oui, forcément, je l'ai faite. Bah oui, par exemple, quand elle avait du mal à faire du vélo parce que bah, elle est dyspraxique, et coordonner ses gestes et ses mouvements, ça a toujours été compliqué. Bah, moi, j'étais là en disant, bah, tu sais, un tel, elle arrive déjà à faire du vélo sans les roulettes. Je pense que tu peux y arriver. Ben non, grosse erreur, ne comparez jamais vos enfants aux autres enfants. Ton enfant est unique. Tu dois avoir un regard unique. Et si tu dois le comparer, c'est par rapport à l'ancienne version de qui il était, pas par rapport à quelqu'un d'autre. On fait le récapitulatif. Première erreur, négliger les forces de son enfant. Non, tu dois te concentrer sur ses qualités et sur sa personnalité. Deuxième erreur, culpabiliser. Dis au revoir à Madame Culpabilité. Elle reviendra toujours, hein, mais dis-toi qu'elle ne doit pas te contrôler. Troisième erreur, être trop centré sur les étiquettes. Ne réduis pas ton enfant à son trouble ou à ses spécificités. Quatrième erreur, s'épuiser sans demander de l'aide. Donc surtout, construis-toi un entourage bienveillant. Et n'oublie pas que même en Afrique, il faut tout un village pour élever un enfant. Et cinquième erreur, ne compare pas ton enfant aux autres enfants, parce que tu risquerais de rajouter une pression inutile sur lui, et surtout de grignoter son estime et sa confiance en lui. J'espère que ces 5 erreurs, tu les feras moins. Je t'ai délivré 5 erreurs, mais il y a encore 5 autres erreurs à découvrir dans l'article
que tu as en description. Finalement, ce sont les 10 erreurs les plus fréquentes chez les parents d'enfants neuroatypiques. S'il te plaît, n'oublie pas le petit pouce ou t'abonner, c'est super important pour moi parce que ça m'encourage à faire encore plus de vidéos sur cette chaîne et ça veut dire que tu apprécies mon travail, c'est super important. Je te retrouve également sur mon blog où tu pourras récupérer un kit de survie pour les parents d'enfants neuroatypiques. C'est un guide pratique de 30 pages qui t'aide pour accompagner au mieux ton enfant neuroatypique et qui te donne des pistes essentielles pour un quotidien familial plus serein. À très vite!